Il n'y aura pas de discussion sur ce sujet, on regroupera les questions. Et maintenant, c'est Madame Françoise Camarin qui est conseillère à la première chambre civile de la Cour de cassation, avec un sujet difficile, la normalité en chirurgie, s'éloigne-t-on de la responsabilité pénale du point de vue du magistrat. Ce qui n'est pas très amusant, c'est que les slides ne sont pas festives. Il n'y a pas de petits bonshommes qui se promènent. Il n'y a même pas d'organes photographiés. Vous dire que je suis heureuse d'être ici est un faible mot, je suis heureuse de vous retrouver. Je crois que c'est fondamentalement parce que si j'avais été moins indigente en mathématiques, je crois que je serais devenue médecin et peut-être même chirurgien. Alors, 20 ans pour une expertise médicale, vous imaginez que nous avons réglé, lorsque j'étais président de chambre à la Cour d'appel de Paris, il y a une dizaine d'années, nous avons achevé de régler la succession du chancelier Séguier, qui était décédé en 1672. Alors, 20 ans pour l'expertise médicale, je trouve cela raisonnable. Ce qui m'impressionne, c'est que celui qui est intervenu, très remarquable médecin saïdien, il a dit « Nous pouvons intervenir pour améliorer l'information, nous allons y arriver. » Mais j'observe qu'il n'a pas envisagé de remédier à la première cause d'erreur, de faute médicale, qui est l'erreur de côté. Et je pense qu'il faudrait aussi mettre en œuvre des moyens de remédier à cette terrible erreur de côté. Alors, j'envisage de vous parler de l'anormalité du dommage. On pourrait sous-titrer ou la solidarité nationale, ou encore nous pourrions sous-titrer ou la libération du médecin. Puisque l'anormalité du dommage est celle qui va permettre à la solidarité nationale, c'est-à-dire à l'ONIAM, de prendre le relais, d'indemniser, et cet aspect-là a considérablement réduit les attaques personnelles contre les médecins, et notamment les attaques pénales, puisqu'il ne s'agissait plus de mettre en œuvre le cas échéant, une sorte de faute, non pas artificielle, mais extraordinairement ténue, pour accrocher la responsabilité du médecin et entrer en voie d'indemnisation du patient ou de sa famille. Alors, on parle bien sûr de complications rares et exceptionnelles, mais je vais vraiment le laisser de côté parce qu'il est vrai, quelqu'un a dit tout à l'heure que pour les magistrats, 1,2%, 3%, etc. C'est rare, ça nous paraît rare, jusqu'à 5%, c'est probablement rare. Et si j'ai bien compris, pour les médecins, rare, c'est 0,005%. Donc il est vrai qu'il y a là un malentendu entre nous, mais vous allez voir que ce sera une notion quand même utile pour la normalité du dommage. Mais bon, la complication rare et exceptionnelle, concept délicat si on veut, mais enfin qui est quand même assez connu et classique en droit français, parce qu'on recherche une faute, c'est assez simple. En revanche, qu'est-ce que la normalité du dommage? Historiquement, l'indemnisation était assez simple. Elle est née par une décision du Conseil d'État, un célèbre arrêt Bianchi, le 9 avril 1993, rendu en Assemblée, c'est-à-dire toute section réunie. Et il faut bien se rappeler que le Conseil d'État ne traite que de la responsabilité des structures hospitalières publiques, c'est-à-dire de la mutualisation collective du risque, en somme. Tandis que la Cour de cassation, pour sa part, ne traite que des médecins libéraux ou des cliniques, qui ont évidemment une autre source de financement qui ne sont pas les deniers publics. Donc en 1993, le Conseil d'État nous a dit, ah oui, alors on pourrait passer à la deuxième, peut-être, deuxième ou troisième, troisième, voilà.
lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages, sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité. Donc on aura observé la responsabilité. Ici, vous avez bien compris que ne s'agit pas du tout d'une responsabilité pour faute, c'est la liability no fault. Donc il y a un fait qui n'est pas fautif, un lien de causalité et un dommage. Responsabilité signifie en espèce indemnisation. Donc ce que l'on retient, c'est la réalisation exceptionnelle, sans rapport avec l'état initial, et donc une extrême gravité. En fait, on voulait bien déjà imaginer d'indemniser ces catastrophes de santé qui se produisent alors qu'il n'y a pas de faute, mais que c'est un désastre dans une famille, ou pour un homme, et puis pour toute sa famille ensuite. Mais on se rappelle qu'il y avait au moins une dizaine, sinon bien davantage, de propositions d'origine parlementaire, c'est-à-dire établies par des députés et établies par des sénateurs, de leur côté, que jamais ces propositions, car vous savez que ce n'est pas le Parlement qui détient in fine la maîtrise de son ordre du jour, des textes dont il va débattre, c'est le gouvernement, et que le gouvernement se disait, mais mon Dieu, l'indemnisation du risque thérapeutique, de l'aléa thérapeutique, qui va le financer? Et alors là, moi, ce qui me surprend considérablement, c'est que ces projets ont échoué sur cette question du financement, parce qu'il était seulement envisagé, ce qui est ahurissant, de faire peser la charge du financement sur les médecins, alors que l'on a bien compris que l'aléa thérapeutique, précisément, n'existe qu'en cas d'absence de faute médicale. Alors j'ai trouvé cela suffocant. D'ailleurs, finalement, le gouvernement n'arrivait pas à résoudre la question. Le financement me paraissait très simple. On augmentait d'1 franc, on dirait aujourd'hui 1 euro, d'ailleurs c'est exactement l'équivalent, comme ça qu'elle sait, le prix de la cotisation, de la consultation chez un médecin, 2 euros chez un spécialiste, un tout petit peu le prix des médicaments, c'était réparti de manière générale sur toute la population du pays sans la moindre douleur, mais non, on n'a pas financé de cette manière. Donc il a fait créer l'ONIAM, qui est cet organisme, alors nous avons à la Cour de cassation, puisque c'est la première chambre civile, première section qui traite de la responsabilité médicale, nous avons beaucoup d'affaires qui intéressent l'ONIAM. Beaucoup, beaucoup. C'est dire que, dans le même temps, les médecins, individuellement, sont soulagés. Quelquefois, les recherches, aux côtés de l'ONIAM aussi, pour une partie de faute, une partie d'aléa, mais enfin, dans l'ensemble, je trouve que cette solution de non-faute artificielle a beaucoup soulagé la profession médicale. Alors, je ne veux pas trop me pencher sur le financement de l'ONIAM. Enfin, nous savons tous que c'est une partie des assureurs, une partie des médecins, des assureurs des médecins, justement, et une partie des deniers publics, et que ce ne sont toujours pas les individus qui auraient quand même pu payer 1 euro chacun, ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding, qui permet de récolter des milliards de milliards. On aurait très bien pu le faire savamment. Alors, nous disions, voyez-vous, jusqu'en l'an 2000, jusqu'à l'affaire suivante, alors, la Cour de cassation, jusqu'en novembre 2000, disait clairement que le risque thérapeutique, défini comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical qui ne peut être maîtrisé, n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient. Et c'est vrai que juridiquement, c'était exact. Et alors, il a fallu donc la loi Kouchner du 4 mars 2002 pour créer ce risque thérapeutique et son indemnisation dans l'article L. 1140, c'est abominable, la nomenclature, la numérotation des textes du Code de la santé publique est affreuse. L. 1142-1, grand 2, qui nous dit, et c'est là que naissent les problèmes, les difficultés de compréhension du texte, lorsque la responsabilité d'un professionnel d'établissement, service public ou organisme mentionné au 1, c'est-à-dire les établissements de soins, ou d'un producteur de produits n'est pas engagé, donc pas de faute, un accident médical, une affection iatrogène, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès des ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
et qu'ils ont eu, alors là, c'est là que c'est difficile, pour le patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé, comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et présentent un caractère de gravité, mais de gravité pas dans leur nature, de gravité dans les conséquences, et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacité fonctionnelle et des conséquences sur la vie privée et professionnelle, mesuré en tenant compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, durée de l'arrêt temporaire d'activité ou déficit fonctionnel temporaire. Bon, en gros, c'est qu'il faut avoir atteint, imputable à cet acte non fautif, au moins 24% d'incapacité ou au moins 6 mois d'arrêt de travail. En gros, hein. Mais il a fallu définir les conséquences anormales de l'accident médical et donc également définir l'accident médical qui se distingue de l'échec thérapeutique. Même si c'est extrêmement difficile à comprendre pour les familles ou pour les patients eux-mêmes, l'échec thérapeutique, nous allons le voir, n'est pas un accident médical. C'est-à-dire qu'en substance, on ne peut pas garantir, si on garantissait l'échec thérapeutique, on garantirait une bonne santé éternelle, c'est-à-dire jamais de maladie et jamais de mort. Or, l'échec thérapeutique, c'est la cure thérapeutique bien menée, mais qui ne produit pas l'effet, non pas parce que c'est un accident de parcours, mais c'est parce que c'est la dégénérescence ou le refus de l'organisme qui est épuisé, qui ne peut pas accepter ses soins. Donc, il faut savoir qu'au début, les CRCI, devenus les CCI, Commission régionale hier et aujourd'hui directement Commission de conciliation et d'indemnisation, initialement retenaient comme anormal au sens du texte, hein, au sens de l'article que nous venons de lire, tous les risques exceptionnels, et donc ne retenaient qu'un critère de fréquence et non pas un critère d'importance au regard de la dégradation de l'état de santé. Donc, simplement le critère de fréquence, ça ouvrait la voie à de trop nombreuses indemnisations au regard des données publiques. Donc, la construction jurisprudentielle, à la fois du Conseil d'État et de la Cour de cassation, s'est appuyée évidemment sur les 4 piliers de la sagesse du texte, c'est-à-dire ne pas engager la responsabilité, ça on a compris, être imputable à un acte de prévention et de diagnostic, évidemment, sa gravité dans les conséquences doit excéder le seuil fixé et il doit être anormal, donc il faut regarder ces 4 pistes au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. C'est-à-dire que c'est une appréciation in concreto. Les circonstances, la situation du patient, son état de santé, la nature de sa pathologie, aussi les risques inhérents à l'acte médical entrepris. Je dis tout cela parce que vous allez voir que la tâche des experts est ardue, mais que je pense que par la jurisprudence, nous l'avons simplifiée. Les risques inhérents à l'acte entrepris, les bénéfices attendus, les complications redoutées. Et alors ensuite, il faut déterminer si, au regard de ce qu'il était raisonnable d'espérer ou de redouter, le dommage est anormal. Alors les conséquences anormales qui sont, vous allez voir, on va parler de notablement plus graves, on a considéré que c'était pour économiser les deniers publics. Ce n'est pas complètement faux, mais il était question tout de même de 800 millions d'euros concernés par l'impact de cette anormalité du dommage. Alors, l'anormalité, normalement, c'est une rupture avec le cours naturel des choses. En matière post-opératoire, est anormal le dommage inattendu, inhabituel, au regard de l'état du patient et de l'évolution probable de sa pathologie, et en considération des risques inhérents à l'intervention médicale. On a dit que les conséquences de l'accident médical ne doivent être ni probables, ni attendues, ni même redoutées. Alors, nous avons adopté les 2 ordres administratifs et judiciaires, une interprétation restrictive de la notion d'anormalité, c'est-à-dire que nous retenons l'anormalité, en effet, lorsque le dommage est relativement imprévisible. Et comme l'a souligné la doctrine, la solidarité nationale n'est pas inaccessible, mais la marche reste haute et dure à franchir. Alors en clair, lorsque l'état dégradé du patient rend nécessaire
voit indispensable l'intervention médicale, le risque, et on va voir des exemples, plusieurs exemples, le risque d'une aggravation s'efface derrière l'espoir d'une amélioration. Donc l'État peut justifier, le patient peut justifier une prise de risque importante au regard des bénéfices espérés. Le patient qui, du monde informé, décide en connaissance de cause de courir le risque d'une complication connue et probable, avec une variation de fréquence, ne peut, en cas de réalisation de dommage, prétendre que celui-ci serait survenu au titre de conséquences anormales qui justifieraient l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, puisqu'il savait que tout cela pouvait se produire. La même chose si il doit être inconscient, mais traité en raison de la gravité de son état en urgence, alors que des risques importants sont pris. Donc, que voyons-nous s'agissant de ceux qui ont pu être confrontés à une virtuelle dégradation de leur état et qui, par conséquent, n'ont pas pu invoquer utilement une anormalité de leur dommage. Par exemple, un patient qui a subi des interventions chirurgicales sur le rachis, compte tenu de ses antécédents vasculaires, particulièrement exposé à la complication hémorragique survenue, dont les conséquences si préjudiciables fussent-elles, c'était une paraplégie. Ces conséquences-là n'étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Deuxième exemple, une hémiplégie dont la patiente était atteinte et qui était directement imputable au geste du chirurgien était une complication prévisible de l'exérèse du kyste épidémoïde intracrânien. À défaut d'intervention, l'accroissement lent et régulier de ce kyste sans possibilité de résorption naturelle laissait présager pour elle de graves difficultés médicales, l'évolution d'une hypertension artérielle constituant un risque mortel. Il en résultait que la patiente avait dû subir, dans l'espoir d'obtenir une amélioration de son état de santé, une intervention indispensable, présentant un risque important lié à sa pathologie, risque qui s'était réalisé. Troisième exemple, l'état avancé du cancer gastrique dont souffrait le patient. Il existait, alors il a été procédé à une exérèse partielle de l'œsophage et de l'estomac. Il existait un degré élevé de risque d'une fissure anastomogastrique, complication connue et fréquente de l'intervention. Il en résultait que le patient avait dû subir, dans l'espoir d'obtenir une amélioration de son état de santé, une intervention indispensable présentant des risques importants liés à sa pathologie, dont là s'était réalisé. Alors, un quatrième exemple sur ce terrain-là, qui est un exemple qui a entraîné chez la patiente une ITT de 9 mois sur une période de 12 mois, c'est-à-dire que l'on se trouvait là au-delà de la période de 6 mois d'un seul tenant de ITT ou de 6 mois par fraction sur une période d'une année au total. Bon, ben, donc ce n'était pas extrêmement grave, mais elle s'ouvrait quand même la voie, en effet, à la solidarité nationale. À l'issue de la complication survenue d'une astroplastie totale de la hanche, la patiente n'avait pas présenté une gêne importante. Le résultat de l'intervention n'était pas très éloigné de celui envisagé. Il existait un état antérieur sur le plan psychiatrique et la décompensation psychiatrique survenue n'avait pas présenté une intensité suffisante pour dépasser le seuil de prise en charge au titre de l'IPP, du déficit fonctionnel général. Donc au total, était ainsi caractérisée l'absence de caractère anormal du dommage au regard de l'état de santé antérieur de la patiente ou de son évolution prévisible. Alors, le Conseil d'État, de son côté, a également jugé qu'un patient atteint d'un cancer du poumon, décédé d'une hémorragie au cours d'une lobectomie, était particulièrement exposé au risque d'un accident hémorragique, qualifié par l'expert de risque interventionnel classique en raison de la fragilité importante des tissus. Donc, le patient avait dû subir, dans l'espoir d'obtenir une amélioration de son état de santé, une intervention indispensable présentant des risques importants liés à sa pathologie. Donc, ce n'est pas une anormalité du dommage, c'est la réalisation de l'un des risques. Bon, alors on évoluait, vous voyez, on n'était pas exactement très fixé sur la manière d'apprécier une anormalité du dommage, mais c'est par deux arrêts du même jour, 12 décembre 2014,
que le Conseil d'État, et nous ensuite la Cour de cassation, nous avons suivi cette méthode, que le Conseil d'État a fixé des critères plus dogmatiques pour uniformiser le traitement des dossiers et clarifier la méthodologie pour les juges du fond et pour les experts. Alors, on a aussi une approche principale par la comparaison des gravités de l'état avant, de l'état après et de l'état avant sans intervention et de son évolution, donc approche principale. Et si tout cela ne conduit pas à des conséquences notablement plus graves, on va le voir, alors on passe à l'approche subsidiaire par le risque qui était inhérent à l'intervention. Alors ces arrêts que l'on reprend toujours maintenant nous disent la chose suivante. La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences, voilà, notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé, de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales, sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible, c'est-à-dire l'hypothèse où le patient n'est pas d'abord un patient extrêmement fragile au total, et où il n'est pas opéré en urgence, où tout se déroule très tranquillement. Donc, dans ce cas-là, normalement, le risque était faible, pas exceptionnel, puisque la loi n'a pas repris cette notion d'exceptionnel qui se trouve dans la Bianchi, mais le risque était quand même rare, ce qu'on appelle le risque rare 1, 2, 3%, 0,1, et il n'aurait pas dû se produire. En revanche, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de tel patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réaction est à l'origine du dommage. Et là, on rejoint la jurisprudence qu'on avait vue avant. Si la gravité de l'état a conduit à réaliser une opération risquée qu'on connaissait, mais l'état, la gravité de l'état le justifiait, alors il n'y aura pas anormalité du dommage. Alors, par exemple, ces deux arrêts-là, dans le premier, le patient souffrait d'une hernie discale cervicale. Cervicale, déficit modéré du bras droit, jeune à la marche, à son réveil, de la réduction de la hernie, déficit moteur des 4 membres, une paraplésie, 60% d'incapacité permanente. La gravité de ce handicap, nous dit le Conseil d'État, est sans commune mesure avec celle de l'état initial de l'intéressé, qui avait une gêne à la marche et qui était gêné dans son bras. Avec celle dernière, et selon l'expert, il n'existait pratiquement aucun risque, en l'absence d'intervention, de voir la hernie évoluer vers une tétraparésie. Dès lors que la gravité de l'état du patient, tel qu'il résultait de l'intervention, est sans commune mesure avec celle de l'état qui aurait été le sien si elle n'avait pas été pratiquée, il n'y a pas lieu de prendre en considération la fréquence du risque de complications liées au geste médical en cause. Vous avez bien compris là qu'il ne s'agit que d'une considération principale, l'approche principale. Si l'état est notablement plus grave, on ne cherche pas à savoir si le risque était rare ou fréquent. Il suffit de constater l'état notablement plus grave, et c'est un peu ce qu'avait dit déjà l'arrêt Bianchi, c'est-à-dire un état sans commune mesure avec l'état initial du patient. Dans la seconde affaire, c'était une intubation in extremis d'une patiente en état de coma diabétique. Les conséquences, il a été jugé, de l'intubation n'étaient pas plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie. Le risque de sténose laryngée, inhérent à l'acte médical, revêt en principe un caractère exceptionnel. Mais il en va autrement dans les circonstances de l'espèce. Donc là, ce n'était pas notablement plus grave, les conséquences de l'intubation, que celles où elle était exposée. En revanche, il y avait un caractère exceptionnel à la sténose laryngée, mais à cause des circonstances de l'espèce, l'intubation pratiquée en urgence, il n'y aura pas d'anormalité. La survenue d'une sténose laryngée entraînant des séquelles durables avait été favorisée non seulement par la réalisation en urgence de l'intubation, mais également par un collapsus tensionnel et par le diabète. Donc, elle ne peut être regardée comme présentant une probabilité faible. Là, le risque n'était pas faible, il était fort, mais c'était en raison de l'état de santé, et elle en avait besoin, et donc il n'y aura pas d'indemnisation. Alors, de la même manière, une patiente polyfracture grave
accident de la route, pathologie cardiovasculaire, 35% de risque de complications cardiovasculaires, pronostic vital en jeu, et décédé, ah oui, à la suite du déplacement d'un cathéter pendant l'intervention. Elle aurait été exposée à des conséquences aussi, enfin, c'est ce qui a été jugé par le Conseil d'État, aussi graves que celles que l'intervention a entraînées. Elle est morte. Je ne sais pas si elle serait morte, on se dit, avant. Le dommage résultait de la réalisation d'un risque élevé de complications cardiovasculaires à laquelle le déplacement accidentel du cathéter a seulement concouru. Donc, comme on l'a dit, deux critères alternatifs. D'abord, les troubles sont-ils notablement plus graves que ceux qui ont vécu. Secondo, si le premier critère était cassé, le risque était-il rare. Donc, lorsque le juge administratif, ça ne nous est pas encore arrivé, mais si le juge administratif dit, et l'expert dit, ah ben oui, mais finalement, l'état n'est pas notablement plus grave, alors à ce moment-là, par exemple, peut-être c'est quelqu'un qui aurait un déficit peut-être au-dessus de 24%, bien en dessous de 24%, mais dépasser à un certain moment 24%. Et ce n'est pas notablement plus grave parce que, mon Dieu, il est passé de 18 à 26, ou bien de 26 à 45. Ah oui, mais à ce moment-là, les cours d'appel administratifs sont censurés si elles n'ont pas d'office recherché si ils risquent de présenter une faible probabilité. Parce que s'ils présentaient une faible probabilité, alors à ce moment-là, on aurait pu retenir. Donc, en l'espèce, l'obésité sévère de la patiente n'était pas à elle seule de nature à exclure. Ah, peut-être le suivant. Oui, c'est ça. En effet, un droit à réparation au titre. Et alors, la même chose, bon, une entorse au pouce gauche, opération pour la compression du nerf lunaire, et alors, hématome, là, il ne peut plus exercer la profession de maçon, dont on a parlé tout à l'heure. Deuxième opération, pas d'amélioration. Et alors, il a été jugé que le dommage ne présentait pas un caractère anormal parce qu'il n'y avait pas des conséquences plus graves que celles auxquelles sa pathologie l'exposait en traitement. Mais là, il aurait fallu rechercher la probabilité de faible. Alors, en général, ceci est tout à fait approuvé par la doctrine. Donc, on a bien compris que la fréquence élevée du risque ne fait pas obstacle à la caractérisation de la normalité s'il y a des conséquences notablement plus graves. Risque élevé, conséquences notablement plus graves, on doit indemniser. En revanche, le risque élevé ne donne jamais lieu à indemnisation si, de toute manière, l'état de l'individu se serait dégradé indépendamment de l'intervention. Alors, la doctrine est tout à fait d'accord avec nous. La Cour de cassation poursuit cette analyse et d'autre part, elle a jugé que le seul fait que l'État antérieur ait contribué à la réalisation du dommage peut suffire à faire considérer que les conséquences ne sont pas anormales. Donc ce n'est pas tout l'État antérieur qui aurait évolué lui tout seul, mais s'il y a contribué, s'il a participé, alors on peut considérer que les conséquences ne sont pas anormales. Et alors enfin, on en vient à l'échec thérapeutique. C'est vrai que ça paraît étrange. En particulier, vous allez voir une affaire de prothèse de la hanche qui n'a pas bien fonctionné, on a réopéré, et ça n'a jamais fonctionné. Donc on pourrait considérer que c'est un accident médical. Non, c'est un échec thérapeutique. Alors, l'accident médical, qui n'est pas l'échec, c'est un fait fortuit, non fautif d'atteinte corporelle, inhérent à l'acte médical, qui ne peut être maîtrisé et qui n'a pas été voulu, donc pas connu. Et de la même manière, toute atteinte résultant de la déficience imprévue du matériel utilisé ou implanté, évidemment. En revanche, les conséquences d'un échec de la thérapie, résultant par exemple de ce qu'un matériel implanté dans les règles de l'art ne produise pas l'effet escompté, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'acte chirurgical ou au matériel, eh bien, ça ne sera pas considéré comme une anormalité du dommage. Alors, par exemple, dans les hypothèses d'échec thérapeutique, à mon avis, c'est pas si facile pour un médecin, un expert de savoir si c'est un échec ou un accident.
Intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche, imputables à des lésions anatomiques. Un patient présentait un déficit complet du biceps, après l'opération. Taux d'atteinte permanente de 30%. C'est-à-dire que son bras de gauche ne fonctionnait pas très bien, mais alors après, il était complètement amorce. Alors, il présentait, a-t-on estimé, une pathologie dont l'évolution devait conduire à une invalidité importante. Peut-être pas au déficit absolu d'utilité du bras, mais important. L'intervention chirurgicale, rendue nécessaire par cette pathologie, n'avait que des objectifs limités, visait surtout à éviter une aggravation de l'état de santé de l'intéressé, tout en comportant elle-même un risque d'échec important, d'aggravation de cet état, d'une fréquence de survenue de 6 à 8%. C'est énorme. Ainsi, les conséquences de l'intervention n'ont pas été notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en raison de sa pathologie, et la gravité de son état avait conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés, dont la réalisation est à l'origine du dommage. De la même manière, un enfant paraplégique, alors l'enfant, dans les conséquences, l'enfant naît prématurément, syndrome polymalformatif cardiaque, coarctation aortique, plusieurs communications interventriculaires, 3 interventions cardiovasculaires réparatrices dans les semaines qui ont suivi sa naissance, réhospitalisé, hypertension artérielle du membre supérieur droit, présence d'une récidive série de la coarctation et d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Je voulais vérifier ce qu'était la coarctation. Je l'ai pas fait, mais à coup pas. Il a subi une plastie aortique suivie d'une reprise en urgence le lendemain et présente à son réveil une paraplégie flasque, incontinence urinaire. Les interventions réalisées étaient absolument nécessaires, le pronostic vital de l'enfant étant engagé. Les conditions opératoires ont été extrêmement difficiles en raison de son état antérieur et ont nécessité un clampage aortique prolongé pour permettre la fermeture de l'aorte avec un fragment de péricarde et des prologues. Résultat imparfait. La réintervention le lendemain a permis la mise en place d'un tube palliatif aorto-aortique efficace. La paraplégie secondaire est liée au défaut de vascularisation prolongée de la moelle lombaire en raison du clampage aortique et du caractère insuffisant de la réparation avant la mise en place du tube synthétique. Si la complication paraplégique a été parce que les experts l'ont qualifiée d'imprévisible, mais les juges ont estimé différemment. Si la complication paraplégique a été qualifiée d'imprévisible par les experts, c'est au regard de sa fréquence habituelle de survenue, c'est-à-dire pas beaucoup, en général assez peu, et de l'impossibilité pour les chirurgiens d'anticiper les problèmes qui se sont présentés lors de l'intervention. Donc, ils ont dit que c'était imprévisible au début, mais ça n'était plus imprévisible dans les circonstances de la réalisation. Dans le cas de l'enfant, répond le juge, c'est-à-dire l'accord de casse, les difficultés rencontrées en péropératoire n'étaient pas anormales et surprenantes au regard de ses antécédents et de l'étendue de sa coarctation. Malgré la différence de nature, ah oui, parce que vous savez qu'il faut imaginer, on nous soutient tout pour défendre. Tout. Par exemple, on l'a dit, mais on n'a pas traité pour quelque chose qui avait un lien avec la paraplégie. Donc, ce n'est pas la même nature. Donc, c'est forcément un accident. Ce n'est pas un échec thérapeutique, puisque c'est d'une nature différente. Nous avons dit, malgré la différence de nature entre le dommage résultant de l'acte de soin et l'affection traitée, c'est vrai qu'il n'était pas traité, je vais dire poursuivi, défaut professionnel. Il n'était pas traité pour quelque chose qui était avec sa moelle épinière lombaire directement. Mais, alors, les conséquences de l'intervention liées à l'état antérieur de l'enfant, qui le prédisposait aux difficultés majeures survenues au cours de la première intervention, n'étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en raison de sa pathologie, et dans les conditions où l'acte a été accompli, le risque survenu ne présentait pas une faible probabilité. Donc il était peut-être imprévisible pour le chirurgien, mais il ne présentait pas de caractère anormal ni de faible probabilité. Même chose pour une prothèse totale de la hanche, décèlement cotyloïdien. Nouvel implant, 3e implant. Les experts ont conclu que l'intervention était pleinement justifiée. Le rapport était très intéressant dans cette affaire. Mais son échec était dû au fait que l'implant cotyloïdien ne s'est pas fixé, parce que c'est que, quand même, pour nous, extérieurement, il est permis de douter qu'une arthrose de la hanche
la fixation d'un côté ne se fixe pas. Alors il faut que les experts convainquent. Alors les experts ont conclu que l'intervention était pleinement justifiée, que son échec était dû au fait que l'implant cotyloïdien ne s'est pas fixé sur le tissu osseux du patient, complication de non-ostéo-intégration lors de la mise en place d'une prothèse de hanche survient dans 1 à 2% des cas, et sans cette intervention, l'évolution de l'état de santé du patient aurait été identique. Un matériel implanté dans les règles de l'art médical, s'il ne produit pas l'effet escompté pour des raisons qui sont inhérentes ni à l'acte chirurgical ni au matériel, ne relève pas d'un accident médical indemnisable. Et oui, alors nous, ça nous semblait, d'autant que l'expert a dit pas, dans 98% des cas, avec une arthrose de la hanche, on galope le lendemain au cabinet. Alors, il nous reste à définir ce qui est notablement plus grave. Il n'y a pas de dogme pour analyser ce qui est notablement plus grave. Bon, on comprend, mais peut-être pourrons-nous, alors dans un arrêt du 5 mai 2015, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, une patiente a subi une ostéotomie transpédiculaire L4 avec une reprise chirurgicale. Elle est restée atteinte d'un syndrome de la queue de cheval partielle. Il peut être 80%, c'est vrai? C'est comme ça? Aïe. Parce que la queue de cheval, c'est un petit peu jeu. Alors que du fait de son état antérieur, l'incapacité s'est évaluée à 30%. Donc elle est passée de 30 à 80%. Donc évidemment, c'est sans commune mesure, 50% de plus. La Cour administrative d'appel de Marseille a déduit l'anormalité de la période d'incapacité subie par une victime, 9 mois au lieu de 3 mois à l'absence de complications. Bon, l'arrêt du 4 juin 2015, bon, ça c'était pas très symptomatique. Bon, donc il faudra suivre dans la jurisprudence ce qui est notablement plus grave, mais d'abord ce sont souvent évidemment les experts qui vont mettre en relief et apprécier. Alors mettre en relief de manière objective, ça nous permet d'apprécier, et puis eux, je pense qu'ils estiment que si, alors là, vous savez que l'avis d'experts nous éclaire considérablement, mais ne nous lie pas. Heureusement. Oui. Heureusement. Alors, donc, vous avez compris ce que doit faire un expert. Le juge, bien sûr, mais sans l'expert, le juge n'est rien. L'expert doit rechercher ce qu'aurait été de manière suffisamment probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique, primo. Secondo, si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable à l'absence de traitement, et s'il n'y a pas ces conséquences notablement plus graves, tertio, alors primo, si le risque encouru était faible au regard des conditions dans lesquelles l'acte a été accompli, c'est-à-dire de calme prévu, etc., sur un terrain de santé à peu près convenable du patient, ou bien si le risque était élevé, mais l'acte justifié en raison de la gravité de l'état du patient. Voilà, ça c'est un peu le vadémécum de l'expert. Mais indépendamment du fait qu'il nous reste à déterminer les conséquences notablement plus graves, émerge une question qui se profile là. J'en ai perçu les prémices. Et la question me paraît extrêmement intéressante. C'est celle de savoir s'il n'y a pas une anormalité du dommage qui mérite indemnisation lorsque l'accident médical non fautif a conduit à une anticipation, peut-être de plusieurs années, de l'aggravation de l'état du patient. Donc je pense que tôt ou tard, les experts devront vraiment se prononcer avec une grande précision sur l'évolution de l'état en cas d'abstention thérapeutique pour permettre au juge d'apprécier l'accélération de la dégradation de la santé du patient, parce que je peux vous dire quelques jours, on va venir nous demander une indemnisation pour avoir perdu quelques années d'un état notablement moins grave. Affaire à suivre. Et alors, c'est très intéressant que l'année prochaine, vous ayez déjà envisagé le poste de préjudice de notre habitat d'India, parce que vous avez vu ce qu'est le préjudice d'impréparation que nous avons retenu à la Cour de cassation, puis le Conseil d'État a suivi, c'est le fait que, comme, défaut d'information, l'individu bénéficie, je ne dis pas subit l'intervention, vous aurez noté, bénéficie de l'intervention, parce que c'est un bénéfice. Allez, sinon il n'a pas envie de souffrir. Il bénéficie du traitement chirurgical, et voilà qu'il reste paralysé.
on ne l'avait pas averti, mais il souffrait tellement qu'il n'y a pas de perte de chance d'éviter cette intervention, parce que de toute manière, il y aurait recouru. En revanche, comme il n'a pas été prévenu, averti qu'il pourrait demeurer paralysé, il y a un préjudice d'impréparation, à la fois psychologique et matériel peut-être, parce qu'il aurait peut-être, après tout, voulu, surtout s'il était tétraplégique, mettre sur pied pour sa famille diverses modalités, enfin que c'est. Bon, ça c'est le préjudice d'impréparation. Il y a le préjudice d'anxiété, qui est le fait que, c'est ces chroniques d'une mort annoncée, l'amiante en particulier, l'hépatite C, on sait qu'on risque un cancer du foie, on sait qu'on risque un cancer du poumon, il y a divers stades, mais l'anxiété, c'est le fait que l'on sait que l'on est atteint et que l'on ne sait pas dans combien de temps, ou même si on développera le cancer fatal. Donc, impréparation, anxiété. Et vous avez entendu que récemment, après l'histoire de l'autocar de je ne sais où en province, quelque part dans le sud-ouest, la compagnie d'assurance a accepté l'indemnisation du préjudice d'attente et du préjudice d'angoisse. Alors, désormais, il y a 170 avocats qui demandent au fonds de garantie d'indemnisation qui traite l'indemnisation des actes terroristes pour je ne sais plus combien de milliers de personnes blessées ou dont des proches ont été blessés au Bataclan, à la fois le préjudice d'angoisse pour savoir, alors l'angoisse c'est qu'on se trouvait sur les lieux et qu'on n'a pas nécessairement été frappé soi-même dans son corps, mais l'angoisse de se dire qu'on va être un peu, vous savez, comme tous ceux qui sont arrêtés par les otages volés par les terroristes, et donc ils savent qu'ils seront crucifiés ou décapités. Tout ce temps du préjudice d'angoisse. Même ceux qui n'ont pas été blessés, ils ont subi le préjudice d'angoisse. Et le préjudice d'attente, qui est le préjudice de la famille. Ils se demandent comment, quel est le sort d'eux. Alors il y a une commission qui est mise sur pied en ce moment, qui va élaborer, enfin qui va participer à l'élaboration d'un décret, parce que la chancellerie, c'est pas un mystère, se penche sur un décret qui va fixer la nomenclature d'INTIA et englober tous les causes de préjudice. Si les membres de la commission et la chancellerie arrivent à se mettre d'accord, étant entendu notamment que si le préjudice d'attente et d'angoisse ne sont pas, parce que certains ministères que je tairai sont pour et d'autres ministères sont violemment contre, enfin en particulier les finances, que vous avez pu l'imaginer, et pour c'est en particulier le secrétariat d'État aux victimes, évidemment. Hein, bon. Et donc, cette commission devrait achever ses travaux assez... non, tout le barreau suit cette affaire, hein, évidemment. D'ailleurs, il y a un livre blanc qui a été publié par le barreau sur ce préjudice d'angoisse et d'attente. Un énorme livre blanc qui est disponible sur Internet. Et donc, vous voyez qu'il y aura... Alors, l'idée, c'est que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, le décret pourra très bien prévoir que et tous autres postes de préjudice. C'est-à-dire qu'il fixera des postes, mais pas de manière exhaustive, et donc il laissera la porte ouverte à l'avenir et tous autres postes de préjudice. Donc, ce serait une valeur intéressante. Pour cette séance.